On se retrouve pour un nouveau rendez-vous d'actualité sur FM Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue et merci de votre large fidélité à nos programmes. Le détournement des fonds publics est un frein pour le développement du pays. Cette inquiétude était mise par l'inspecteur général de finances. Je citais Gilles Alingueté lundi devant les professionnels des médias. Pour lui, il faut enlever dans la tête de l'opinion que pour s'enrichir, il faut trouver nécessairement une place dans une fonction publique. On l'écoute. Les détournements des deniers publics créent un enrichissement d'une minorité de gens. L'ancien Premier ministre Matata a parlé de 1 ou 2% au maximum de gens qui s'enrichissent au détriment de plus de 98% d'entre nous qui restent dans la misère. Et nous donnons l'impression à des générations qui arrivent que pour être riche, il faut aller dans la gestion publique. Or, ça ne doit pas être le cas. Quand on est gestionnaire public, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour servir son pays. Et si nous continuons à laisser cette minorité de 2% ou 1% qui accède à la gestion publique s'enrichir et donner l'impression à tout le monde que c'est là qu'on peut devenir un homme, nous sommes un pays qui va tout droit vers le mur. Voilà pourquoi nous relevons cela comme conséquence et ça détruit tout le monde. Le détournement des deniers publics aggrave le sous-développement, la misère, la pauvreté. Si vous prenez les statistiques de développement, vous allez voir que le sous-développement est intimement rattaché au niveau de la corruption. Les pays les plus corrompus sont les pays sous-développés. Et les pays moins corrompus sont les pays développés. Donc, il y a un effet réel de la corruption, du détournement dans le développement. Nous ne pouvons pas prétendre devenir un pays développé, avoir des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, lorsque nous avons un tel degré de prédation et de détournement. Faux. Donc, nous avons tout intérêt à nous investir pour combattre ces phénomènes, pour donner la chance à notre pays de relever la tête. Les détournements engendrent sans nul doute, vous le savez, la pauvreté, la famine et le chômage. Direction à présent à Nitouri, ils ne sont plus en captivité. De miliciens Codeco, les membres de la task force présidentielle dont Thomas Lubanga ont recouvré leur liberté ce mardi sous une très forte émotion. Mais une seule question se pose, il s'agit d'une libération ou d'une évasion? On en parle avec Patrick Ngour. Cette scène de liesse est l'expression de la joie qui a habité les autorités sécuritaires, mais surtout la population régionale, de voir les membres de cette task force présidentielle très loin de l'emprise de la milice de la coopérative pour le développement au Congo, Codeco. Pour Thomas Lubanga, coordonnateur de la task force, cette libération est attribuée à la bravoure de l'armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec les colonels qui étaient avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Thomas Lubanga s'est échappé des mains de ses miliciens au même moment que son adjoint Floribert Ndiabou ainsi que les colonels Lobo Kamwanda et Lobo Pochi. Seulement, l'incertitude plane sur un aspect. Alors que Thomas Lubanga parle d'une libération, l'armée évoque, elle, une attaque qu'elle aurait menée qui a poussé les rebelles à les lâcher, pendant que d'autres sources renseignent que c'est la Codeco qui les a libérés en bonne et due forme. Actuellement, tous ces membres de la task force présidentielle pris en otage depuis près de 2 mois sont transférés à Kinshasa pour des raisons de sécurité. Et puis l'actualité reste dominée par le Premier ministre qui a échangé hier mardi avec la presse de la ville de Goma. Jean-Michel Samaloukonde, j'ai cité, a abordé plusieurs sujets, entre autres les processus électoraux. Plus de précisions dans ces reportages d'Éric Dinanzei.
C'est sous les ovations des militants et militantes des partis politiques membres de l'Union Sacrée que la délégation gouvernementale a été accueillie dans la ville de Goma. Conduite par le Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que les responsables de sécurité sont venus faire l'évaluation de l'état de siège. Reçu par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le Premier ministre a réitéré la volonté de son gouvernement de soutenir les forces armées de la RDC, mais également de faire l'évaluation des différents préparatifs de l'arrivée du souverain pontife dans la province du Nord Kivu. Ma présence d'abord indique l'attachement du gouvernement de la République pour non seulement cette province, mais tous ses habitants et surtout notre détermination dans la quête de la paix dans cette partie de la République. Bien sûr, ici nous sommes venus avec une forte délégation des membres du gouvernement, mais aussi accompagnés du chef d'état-major ainsi que du commissaire national de la police. Et notre but ici, c'est d'abord bien sûr le premier, une évaluation de l'état de siège en cours, mais aussi d'autres volets qui vont être abordés, notamment les sites qui doivent accueillir la prochaine visite de Sa Sainteté le Pape François, ainsi que parce que nous parlons de ces questions de paix, nous devons aussi parler des questions de développement. Et donc, dans ce volet-là aussi, il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Le but, c'est que, comme vous le savez, selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celui d'ailleurs même qui nous envoie ici, c'est d'abord de venir apporter un message de soutien aussi à nos forces armées et ainsi que de la police, qui tous les jours se sacrifient, qui tombent jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain, ainsi que bien sûr les victimes civiles que nous avons. C'est une occasion de venir aussi leur rendre hommage pendant que nous sommes là et encourager bien sûr le travail qui se fait sur le terrain. Inviter toute la population à... Pendant son séjour, cette délégation gouvernementale fera également le suivi des projets d'infrastructure ainsi que de la situation économique. On va parler justice à présent dans ce journal. Le procès sans jour aux cassations de la décision condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de travaux forcés. Augustin Bissimois, secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, trouve que c'est le début d'acquittement et que les procès n'étaient qu'une pièce de théâtre. Il a affirmé tout cela au micro d'Esther Siamouni et Absalom Koubelana. Nous avons appris tous qu'on a pu casser, n'est-ce pas, ces jugements. Ça veut dire que les compteurs, n'est-ce pas, est remis à zéro. En ce qui concerne, n'est-ce pas, la leçon que cela nous donne, mais nous avons l'impression qu'en réalité, le procès 100 jours était un procès évidemment de théâtre qu'on avait offert au peuple congolais. On a vu que les DG de l'OVD, celui de l'Office des routes, tous avaient été arrêtés et après libérés. Et donc, tout ce qui avait été arrêté pour les procès 100 jours, en tout cas, jusque-là, tous sont libres. Et le tout dernier, c'était Vital Kamerhe. Il est aussi maintenant là, libre des mouvements. Et donc, qu'est-ce que nous notons dans ce sens-là? Est-ce qu'il n'y avait pas vol d'argent? Si oui, quel est le vrai voleur? L'état de droit a été dénaturé, encore une fois, parce qu'au début, ceux de Tshisekedi se disaient, on a même arrêté son état de cabinet. Au moins, ça augurait de l'espoir. Nous sommes au niveau où M. Tshisekedi n'a pas de bilan à présenter aux élections. Et il est en train de se dire, écoutez, j'ai été au centre vers le Kasaï, on lui a dit la vérité qu'on ne votera pas pour lui. Alors, ici à Kinshasa, à l'ouest, vous sentez en réalité qu'il est en train de perdre la plate couture. Alors, il s'est apaisanti sur Bati Lukwebo, il se rend compte que ça ne marche pas. Alors, c'est comme ça qu'il réfléchit sur comment avoir quelqu'un de l'Est, de calibre de Vital Kamerhe. Et puis le bureau de la Commission électorale nationale indépendante conduit par Denis Kadima, président de cette institution, a déposé hier mardi à l'Assemblée nationale le rapport annuel de cette institution d'appui à la démocratie. Dans ces rapports, Denis Kadima, patron de la centrale électorale, a précisé que la CENI fait une description des activités nommées et une analyse des résultats obtenus. On va l'écouter rapidement au micro de Fifi Kalumbwe. Nous avons effectivement déposé auprès du président Mbosso et son bureau le rapport annuel qui va du 1er avril 2021
au 31 mars 2022. Et en fait, si nous présentons un rapport sur une durée plus longue que notre propre séjour à la CENI, c'est lié au fait qu'il y a la continuité du service. L'équipe qui est partie a travaillé durant la plus grande partie de cette période de notre rapport. Et nous, on est venu à la fin du mois d'octobre jusqu'au 31 mars. C'est ainsi que vous avez un rapport. Ça se fait selon le principe de la continuité du service. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nous faisons une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça, mais évidemment, le rapport devra être lu par l'Assemblée nationale. Donc je ne peux pas aller plus en détail que cela. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps et des élections crédibles. À la population, c'est ce que j'ai dit, je les encourage, j'encourage notre population à s'approprier ce processus électoral parce que la CENI, à elle seule, n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Nous voulons que notre population vienne participer à toutes les étapes du processus électoral. Bientôt, là, nous allons commencer l'inscription des électeurs. Il faudra... C'était Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, au micro de Fifi Kalumbwe. Allez, on va prendre des nouvelles du côté de Mbandaka où la tension a été vive hier mardi parce que les étudiants de l'Institut supérieur technique médical de Mbandaka sont descendus dans la rue et pour manifester leur colère contre la majoration des frais académiques. Et cette manifestation, il faut le signaler, a été sévèrement réprimée par la police, occasionnant la mort d'un étudiant, chose qui a suscité le soulèvement entre la police et les étudiants. Le bilan fait état de dégâts matériels importants dont la maison communale de Ouangata incendiée. Nous en reviendrons dans nos prochaines éditions et pour vous en dire un peu plus avec précision. Un mot de sport avant de terminer ce journal. La FECOFA a décidé finalement de reconduire les techniciens argentins. Je citais Hector Cooper au poste de sélectionneur national des Léopards de la RDC après son échec aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une décision qui salue énormément Junior Bopema, analyste sportif, malgré son bilan négatif en tête de la sélection congolaise. On l'écoute au micro de nos reporters. S'agissant du bilan après l'élimination des Léopards de la RDC du mondial, de la phase finale du mondial Qatar 2022, on ne peut pas parler d'un bilan positif ni mitigé du sélectionneur national de la RDC. Parce que l'objectif premier et principal dans cette campagne, c'était la qualification mondiale et rien d'autre. Il n'a pas pu atteindre cet objectif, il n'a pas pu donner à la RDC la qualification mondiale, donc on peut pas, aucunement, on peut parler d'un bilan mitigé, c'est plutôt un bilan négatif, l'objectif n'étant pas atteint par le sélectionneur national qui avait signé un contrat de 2 ans avec comme principal axe la qualification de la RDC au mondial et bien sûr voir dans quelle mesure nous qualifier aussi pour la prochaine CAN. Malgré les bilans négatifs d'Hector Cooper, comme vous le dites, la FECOFA a décidé de reconduire le sélectionneur national. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à la pensée de la FECOFA de le reconduire, je trouve ça plutôt bonne,
dans la mesure où nous avons toujours eu un problème, même lui, Raoul Hector Cooper a connu ce même problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un entraîneur échoue dans sa mission, il est limogé, il y a un nouvel entraîneur qui vient avec avec une nouvelle philosophie, avec un nouveau staff. Et il faudrait refaire les états d'esprit de certains joueurs, il faut reconstituer l'équipe. C'est justement ce qui a posé problème, je pense, même à Raoul Hector Cooper. Quand on le reconduit, c'est justement pour pas faire cette philosophie qu'il a commencé avec les Léopards de la RDC, c'est pour poursuivre le travail qu'il a initié à la tête de la sélection nationale. Vous l'avez compris autant que nous, que c'est l'heure du journal des journaux. Ça sera un peu spécial pour mon premier journal, puisque là, je vais recevoir Esther Siamouni. Bonjour et bienvenue. Merci Lionel. Là, vous allez nous proposer une sélection et puis vous allez ensuite nous proposer aussi une très bonne lecture. Ça, je l'espère en tout cas pour nos téléspectateurs. On prend déjà le premier journal pour débuter avec cette revue de presse. C'est l'Avenir qui titre dans une année, l'IGF a mis fin à la prédation de plusieurs entreprises. Esther Siamouni. Exactement Lionel. Seulement dans une année, écrit le journal, l'inspection générale des finances IGF s'est dit fière d'avoir mis fin à la prédation dans plusieurs entreprises mixtes et celle du portefeuille de l'État. À ces jours, poursuit les tabloïds grâce à la combinaison des sanctions administratives et judiciaires. Certains mandataires se retrouvent en prison pendant que d'autres ont été suspendus. Le contrôle concomitant où la patrouille financière initiée par l'IGF a permis de redresser la situation financière de plusieurs entreprises. D'ailleurs, nombreuses sont celles qui ont apuré leurs arriérés et ont permis d'intérioriser la culture fiscale au mandataire public. L'IGF qui communique désormais sur les conclusions de ces enquêtes tout en préservant la présomption d'innocence pense qu'il revient aux Congolais de s'approprier la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Voilà, ça a toujours été ça, le premier détournement chaque fois qu'on parle de notre pays. Donc, c'est important de voir l'IGF mettre tout en œuvre pour y arriver. Mais on va poursuivre cette revue de presse avec le vrai modérateur, Esther Siamouni. Moi, je suis attiré par les mots que ce journal a utilisés. Humiliation, privation de liberté, perte de fonction. Caméra et la justice tente de couvrir le rencard des politiciens. Et ça attire énormément. Vraiment, le vrai modérateur écrit « Tout a été mis en branle pour anéantir politiquement Vital Kamerhe jusqu'au jour où jusqu'au jour où ces détracteurs se sont rappelés qu'il disposait d'un aura déterminant pour les élections dans son fief du Sud Kivu et par contagion dans le Nord Kivu. Depuis, ces détracteurs tentent par tout le moyen de corriger cette erreur du siècle qui se poursuit malheureusement avec le feuilleton François Béat. En effet, dit le journal artisan de l'avènement du nouveau régiment RDC, Vital Kamerhe a tôt montré son sens d'homme d'État en privilégiant les intérêts de son allié UDPS plongé dans de mêlées avec des anciens partenaires de la coalition Lamoka, allais-je dire, déterminés à l'écarter des travées du pouvoir. Connaissant la difficulté dans laquelle son partenaire s'est trouvé, Vital Kamerhe, contre la volonté de la base de l'UDPS, nous avons tous assisté à ça, tend la main à Félix Tshisekedi et signe sous le parrainage, allais-je dire, du président Kenyatta, l'alliance des Nairobi. Ce traité qui a donné naissance à l'accord des Nairobi entre l'UDPS et l'UNC, la formation de la coalition CAP pour le changement, Lionel, vainqueur comme
grand enchantement de l'élection présidentielle de 2018. Le journal poursuit en disant « Une chose est vraie, les politiques congolais n'inventeront pas la roue après le procès politique. Relégation et bannissement brandis contre les opposants dès l'époque Mobutu. L'UDPS en est le témoin vivant. S'inscrira-t-elle dans ces registres ou est-elle prête à se faire harakiri ?» Exactement, Esther Siamouni, on va garder le vrai modérateur avant de terminer cette revue de presse. On va juste changer de page, puisque le journal nous propose un autre article en disant « Des intercelles entre les deux leaders de la Mouka présidentielle 2023 arrive, c'est vrai, Fayoulou et Mouzitou, ce sont des candidats. Tous deux sont des candidats. Adolphe Mouzitou, leader du Nouvel Élan, a reçu vendredi 8 avril de Martin Fayoulou de décider les bâtons de commandement pour une nouvelle coordination de la plateforme de l'opposition Lamouka pour les 3 prochains mois. Cependant, les deux personnalités ne se voilent plus la face sur le présidentiel de 2023. Le secrétaire général de Mouzitou, Blanchard Mongomba, en campagne des redynamisation pour le Nouvel Élan, a annoncé qu'Adolphe Mouzitou est candidat présidentiel de la République en 2023 et Martin Fayoulou devant une population compacte le samedi 9 avril dernier en Bandaka après avoir remercié cette population de l'avoir voté aux élections de 2018. Il les a appelés à s'enrôler massivement pour sa victoire, car il sera aussi candidat présidentiel aux élections 2023. Voilà, et surtout que ça tombe au moment où Fayoulou passe le flambeau justement à Mouzitou. Voilà, c'est comme ça le pouvoir tournant. La question qui se pose, c'est Mouzitou maintenant qui est le président de la Mouka. Est-ce que ce n'est pas lui qui devait être le seul candidat? Mais là, on voit que Martin Fayoulou aussi sera le candidat. Certainement, ça va chauffer les prochains jours. Qui n'a pas remarqué que c'était remarquable votre lecture? Et là, je vous rappelle, c'était une sélection en présentation d'Esther Siamouni. Merci beaucoup. Merci, Lionel. Ce journal est donc terminé. Merci à toute l'équipe de l'avoir fabriqué. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais dans l'entretemps, l'actualité reste en continu sur FM Télévision.